voudrais maintenant simplement passer sur l'analyse des violences. Des violences, notamment en manifestation. Alors, la première chose à dire, c'est évidemment le traitement médiatique insupportable qui est fait, qui évidemment se fixe toujours sur les violences matérielles et jamais sur les violences physiques. Et M. Plenel en a parlé. Moi, je suis désolé, je n'ai pas versé une larme pour le Fouquet's. Ça, c'est clair. Alors, je dis pas que je suis pour les violences, mais moi, je pleure pas pour ça. Et c'est insupportable de ne pas voir des images, qu'on ne parle pas, effectivement, des 22 éborgnés, des 5 mains arrachées. Moi, effectivement, j'ai notamment été bouleversé quand Jérôme Rodriguez a perdu son œil parce que je le connaissais et ça m'a profondément touché. On a vu une séquence de David Dufresne, effectivement. Enfin, je veux dire, les gens, quand on vit ça, quand on regarde cette réalité en face, ça ne peut pas nous laisser indifférents. On a vraiment l'impression que dans le traitement médiatique, ils ont des cœurs de pierre. Ils illustrent à merveille la maxime de Charles Péguy. Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais surtout, et c'est plus difficile, il faut toujours voir ce que l'on voit. Et ils ne veulent pas le voir. Ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni, ces gens-là. À tel point d'ailleurs que c'est absolument formidable. Ça faisait des semaines qu'on réfléchissait à se dire, bon, comment on fait pour alerter les instances internationales pour qu'elles sermonnent la France? Bon, ça a été fait. Le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et l'ONU. Et on a assisté à cette émission extraordinaire sur LCI où à la fin de leurs réflexions et de leurs démonstrations très pertinentes, ils ont analysé, ils ont pu déceler qu'en réalité, l'intervention de la haute commissaire aux droits, Michel Bachelet, était une instrumentalisation du Venezuela et de je ne sais quel parti d'opposition. Enfin, on vit dans la 4e dimension actuellement. C'est tout à fait sidérant. Et donc, en revanche, on est en train de tomber dans un piège dans le mouvement. On est en train de tomber dans le piège de la violence en manifestation. Les gens sont désespérés et je le vois, moi. Les gens se radicalisent. Il n'y a pas que les Black Blocs. Il y a les Gilets jaunes qui se radicalisent actuellement. Et c'est pour ça que moi, j'essaye. J'essaye de leur dire que c'est un piège. Qu'a-t-on obtenu si on fait le bilan depuis 4 mois de la violence qu'il y a eu? Rien. On a eu la répression policière et judiciaire. On a eu la loi anti-casseurs et aujourd'hui on a l'armée dans les rues. Donc votre bilan, le bilan il est catastrophique. Et pendant ce temps-là, en plus, samedi dernier, on avait la loi Pacte qui passait, qui a privatisé Aéroport de Paris, Française des Jeux, et ça s'est fait dans l'indifférence générale la plus complète. Mais est-ce que vous obteniez davantage? Est-ce que vous obtenez davantage quand les manifestations sont pacifiques et encadrées et déclarées? Alors moi, je ne crois pas effectivement que les manifestations pacifiques permettront de gagner le rapport de force politique. Il faut être clair. Mais en revanche, il faut créer le nombre, le plus grand nombre, pour que l'opinion publique se retourne. Et ensuite, évidemment qu'il va falloir que ça s'accompagne d'actions de blocage de l'économie, de désobéissance civile. Mais il faudra avancer sur les deux jambes. Il y a des gens qui sont des têtes dures et depuis 4 mois, ils en font la démonstration et notamment de leur courage et qui vont se mobiliser. Mais à un moment donné, je vous le dis, le moment, comme je vous le disais, il est critique et il va falloir que tout le monde se mobilise et il va y avoir des moyens d'action, de mobilisation plus rassurants, plus tranquilles, plus sécurisants qui vont être faits, notamment peut-être par l'humour, par la satire, par le tractage, par des affiches qui vont être faites. Mais il va falloir que tout le monde se bouge parce qu'il faut que l'opinion publique se retourne pour obtenir soit un retournement au moins partiel des médias, soit un retournement des policiers. Ça s'est déjà vu dans l'histoire, soit des actions de désobéissance civile par le blocage de l'économie. Je ne dis pas que c'est facile. Je préférerais avoir un pouvoir exécutif qui serait d'accord pour négocier et dialoguer. Pas de chance, ils veulent pas. Ils veulent négocier avec personne, ils veulent écouter personne. Donc on n'a pas le choix, il faut un mouvement de masse. Et donc véritablement, le moment est critique. On assiste à une dérive ultra-autoritaire du pays et je suis très inquiet moi que les bonnes consciences de ce pays ne se réveillent pas et je conclus simplement en disant que j'ai été sidéré quand il y a eu la tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart où je vois sur Google je tape et je vois les articles de vos confrères qui titrent Mediapart refuse une perquisition dans ses locaux. C'est-à-dire que la question que vous posez spontanément, c'est mais avait-il le droit de refuser cette perquisition? On se pose absolument pas la question de savoir mais pourquoi la perquisition, atteinte à la liberté de la presse, au secret des sources, enfin les questions qui auraient dû spontanément se poser tellement cet acte paraissait tout à fait disproportionné. Donc on a un vrai problème et c'est pour ça qu'il faut une mobilisation de masse parce que si demain il y a cette mobilisation, les médias le mouvement a déjà permis aux médias d'infléchir leur position. Ils ont déjà été obligés de nous écouter, de nous entendre,
Moi, aujourd'hui, je passe sur les plateaux télé. Je pense pas que ça leur fasse très plaisir que j'y aille et que je raconte ce que je dis. Mais ils sont obligés. Et donc, plus il y aura de personnes conscientes de ça, et plus les médias seront quand même obligés de tourner un peu en notre faveur et de parler de ce qu'on veut, et non plus des foulards rouges qui nous agitent depuis des années, notamment sur le foulard ou l'immigration. Yann Lelanne, vous vouliez réagir? Vous vouliez réagir? Oui, non, pour prolonger, alors pas d'abord sur les violences, mais sur la question de la violence économique. Et j'étais content que tu réouvres le débat, parce que je crois que nous, on est un peu, on se pose des questions vraiment simples. C'est-à-dire, on essaye, c'est le rôle du mouvement et de porte-parole comme vous de dire nous sommes le peuple pour représenter le train dont parlait Louis Plenel, etc. Mais après, nous, on est obligé de compter. C'est-à-dire, on est obligé de dire très bien, mais c'est le peuple. On est un peu des troubles faits là-dessus. J'en suis désolé, mais de dire, il y a toujours des parties du peuple. Il y a le peuple avec un grand P, et puis après, qui est là? Bon. Eh ben, il se trouve que c'est principalement, je le disais tout à l'heure, des salariés, des petites entreprises, et qu'il y en a beaucoup, alors qu'ils sont pas dans les autres mouvements sociaux. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux pour les droits salariaux, mais les gilets jaunes, la spécificité qui est à l'inverse des développements des autres mouvements sociaux, c'est que les salariés des petites boîtes sont là. Et ils sont surreprésentés dans des zones importantes du mouvement. Alors après, ça se transforme en question, en énigme pour nous. Pourquoi est-ce qu'ils passent Et là, il y a une statistique qu'il faut absolument avoir en tête. Les salaires dans les petites entreprises, à poste égal, sont jusqu'à 2 fois inférieurs à celui des grandes entreprises. Je le dis pas pour dire que les salariés des grandes entreprises se gavent, ce n'est pas du tout mon propos. Je le dis pour dire que le système capitaliste a organisé un salariat à 2 vitesses, dans lequel les principales victimes ont été les entreprises sous-traitantes qui ont été vidées de leur valeur par leurs grands groupes. Et donc ça, c'est ce qui est impressionnant dans ce mouvement, c'est donc qu'il y a une capacité venue d'une partie du salariat qui d'habitude est en dehors des mouvements sociaux. Et c'est ce qui fait, à mon avis, l'une des forces très importantes. Après, comment est-ce qu'on sort de là? On sort de là, à mon avis, en n'entretenant pas l'idée qu'il y a une sorte de communauté d'intérêt, a priori, entre les chefs de ces structures et les salariés, une communauté d'intérêt à tout prix. Parce que l'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est la question de la décentralisation de la négociation collective que tu dois connaître mieux que moi. Mais lorsque vous êtes dans une petite structure, que vous vous retrouvez en face à face suite à la loi El Khomri avec un patron, en vérité, vous avez un pouvoir de négociation qui a été détricoté par le gouvernement et par les gouvernements précédents. Et si les gens estiment qu'ils doivent passer sur les ronds-points, qu'ils doivent contourner leur lieu de travail, c'est aussi à cause de ça. C'est parce que la loi les a installés dans un face-à-face défavorable face à leurs petits employeurs, et que s'il y a quelque chose que moi, là je change de casquette, une minute, s'il y a quelque chose à espérer, c'est justement que ces salariés peuvent retrouver voix et le droit de renégocier leurs revendications, de renégocier leurs droits à un niveau qui peut leur être favorable. Et c'est pour ça qu'ils convergent avec des gens venus d'autres entreprises, parce qu'ils ont besoin de retrouver, de faire agrégation pour pouvoir retrouver, à mon avis, un certain nombre de un pouvoir, une capacité d'action. Après, sur la question des violences, il y a 2 façons de voir ça. Vraiment, moi, je participe aux manifestations en tant qu'observateur. Je vais et c'est évident que le gouvernement a monté d'un cran avec l'appui d'une partie des médias. Et effectivement, Mediapart, là, joue son rôle avec d'autres, heureusement. Mais c'est incroyable, le déchaînement, l'autorisation, la démission du préfet pour non-utilisation du LBD, etc. Mais dans quel pays est-on? Ça pose une question incroyable et d'urgence face aux violences qui doit absolument être traitée. Mais il y a aussi une bonne manière de voir les choses. C'est que si l'État est acculé à ce niveau d'intensité de violence, c'est aussi parce que le mouvement des Gilets jaunes et l'ensemble des agrégations qu'il est en train de réaliser
lui pose un problème insoluble et qu'il le confronte chaque jour à un problème qu'il ne peut pas solutionner parce qu'il a décidé de choisir son camp, en l'occurrence le camp de la finance, le camp effectivement des grands groupes qui exproprient une grande partie de la valeur des travailleurs. Mais là, il faut que nous, et là c'est pour ça que la mesure dont vous faites tous les deux, vous faites témoignage, est importante. C'est-à-dire que de ce moment où tout est fait pour que ça dérape, il y a des porte-paroles des Gilets jaunes qui sont encore dans l'intelligence de l'organisation du mouvement collectif, et pour des gens qui la plupart du temps n'avaient pas de culture militante extrêmement développée, c'est absolument impressionnant. Ça aussi, c'est l'une des autres surprises que nous avons en tant que sociologues. En écho avec tout ce qui vient d'être dit, il se trouve que, à la fois pour l'anniversaire de Mediapart, pour le film sur Mediapart et puis ce livre sur les Gilets jaunes, je tourne pas mal. Et hier, j'étais à Saint-Dizier, où justement il y avait une marche nocturne avec Jérôme Rodriguez qui était là. Et je voudrais souligner ça, combien... Et c'est là où, en effet, il faut se battre contre... Et parfois, je me dis, sur les plateaux... ces lieux de perdition où on doit aller se battre, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte de comment leur mode de questionnement crée un mépris social et une morgue. Jérôme Rodriguez, il n'y a pas plus pacifique que lui. Je rappelle qu'il filmait place de la Bastille quand il a, en même temps qu'il y a eu une grenade explosive, qu'il a reçu un tir de LBD qui lui a fait perdre son œil. Et il a fait des déclarations, mais d'une hauteur. Il a dit, je n'ai aucune haine pour celui qui a tiré ce projectile. Je rappelle que le LBD, comme le montre le neurophysicien là, Laurentines, c'est comme si vous receviez un parpaing de 20 kilos envoyé là d'un premier étage et que vous le preniez sur la tête, quoi. Et il y a une autre variante où c'est 8 boules de pétanque, mais bon, enfin voilà, il montre ça très bien. Hein. On a fait une rencontre à la Bourse du Travail avec, il projetait. Il montre les dégâts de tout ça en comparant à des dégâts d'accidents automobiles, parce qu'on parle des éborgnés, mais il y a aussi des fractures de la mâchoire irréversibles. Enfin, il y a des choses... Voilà, c'est des armes de guerre. C'est des armes de guerre. Donc c'est des armes de guerre sociale. Et nous sommes le seul pays européen à utiliser ça dans le maintien de l'ordre. Voilà, il faut quand même prendre conscience de ça. Et donc ne pas être indifférent en se disant ça n'arrive qu'aux autres. Je dis ça parce que Jérôme Rodriguez a dit je n'ai pas de haine pour celui qui a tiré, qui a appuyé sur la gâchette. Peut-être qu'il se sent coupable. Il en venait avec compassion à prendre le plaidoyer de celui qui lui a fait perdre son œil. Et ça c'est une très grande hauteur. Pourquoi? Parce que le maintien de l'ordre, c'est la discipline la plus politique, et les sociologues le savent, en matière de police. Il y a des techniques de maintien de l'ordre, mais là, c'est le politique qui décide. Et vous en avez eu la démonstration flagrante cette semaine avec ce préfet de police qui n'est aucunement gilet jaune ni un révolté, mais qui a, ainsi que la haute hiérarchie de la gendarmerie et de la police, a sous la pression de la société et de leurs troupes, a freiné sur le LBD. Et vous avez là un pouvoir politique qui assume et qui fait venir un préfet musclé, totalement politique, qui a été secrétaire général du ministère de l'Intérieur sous Valls, et qui est une brute épaisse, pour dire les choses franchement, dans la façon dont il s'est comporté, y compris dans des postes précédents. Et c'est les policiers qui nous alertent là-dessus. On a raconté comment des officiers de police judiciaire se sont mis en congé maladie pour résister, faire cette désobéissance par rapport à des arrestations, des détentions arbitraires. Attention, c'est comme ça qu'on habitue un État à devenir hors la loi. C'est comme ça qu'on habitue des policiers, des magistrats, des fonctionnaires à faire un État de non-droit. Je rappelle encore une fois que l'État de droit, c'est un État qui n'est pas celui du droit de l'État, c'est un État qui est le droit des citoyens d'opposer des droits fondamentaux à l'État. C'est ça l'État de droit. Et donc, ce cours autoritaire qui, autant on pouvait prévoir
la politique économique et sociale de cette présidence, autant nous avons une monstruosité sous les yeux, au sens de quelque chose d'inédit, qui est cette présidence prend ce cours autoritaire. Cette présidence qui se prétend être l'adversaire de M. Orban, de M. Salvini, des nationalistes populistes, elle fait exactement ce que idéologiquement ils aimeraient faire. Et donc, je pose ce premier point. Deuxième point, par rapport à la diversité du peuple du train, des voyageurs du train, et je voudrais souligner deux choses, parce que dans toutes les rencontres que je fais, ça me frappe, fais les signatures, les gens viennent me voir, disent « je suis gilet jaune », tout le monde ne porte pas son gilet jaune, dit « je suis gilet jaune, j'y étais depuis le premier jour », etc. Et ce qui me frappe, que nos reportages avaient déjà beaucoup montré, c'est la très grande présence des femmes. La très grande présence des femmes. Alors, et des femmes, et on n'a pas assez médiatisé ça dans les médias dominants, des femmes qui ont repris même une très longue tradition, les marches des femmes, en contraste d'ailleurs aux manifestations plus virilistes et avec des violences, les marches des femmes. Et c'est une très vieille tradition, les Gilets jaunes ont commencé au moment où sortait le film « Un peuple et son roi ». Et dans le film Un peuple et son roi, sur les débuts de la Révolution française, eh bien, on voit les femmes qui partent de Paris, il y a la disette à Paris, et qui vont chercher le roi, le boulanger, la boulangère et son petit mitron à Versailles, à une époque où ils pensent que le roi va les protéger. Et c'est les femmes qui y vont. Et il y a une très belle scène où on voit les femmes faire ça. Et cette idée des marches des femmes renoue avec ça. Et puis les retraités. Et là, pour compléter le tableau sur par exemple, les décisions sur le code du travail, mais le tableau économique, il y a quelque chose de très frappant. Ça, on l'avait documenté tout de suite à Mediapart. Macron a raconté ce baratin idéologique que démontre très bien Romaric Gaudin sur Mediapart, du ruissellement. On aide les ultra-riches, les grands groupes, les offshore, et ça va retomber comme les gouttes d'eau rafraîchissantes sur la société. Baratin, évidemment, ça ne marche pas comme ça, à tel point, le chiffre a été rappelé, les mêmes qui, du coup, payent beaucoup moins d'impôts, en même temps touchent beaucoup plus de dividendes. Les près de 60 milliards de dividendes qui ont été versés en 2018 sont équivalents, c'est la moitié des résultats du CAC 40 et c'est la première fois que le CAC 40 fait ça depuis le début de la crise financière de 2007-2008. Donc ils sont gagnants-gagnants. On paye moins pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les commissariats, pour le bien public et on touche plus. On se gave des deux côtés. Mais sur les retraités, et ça les sociologues le savent, il y a un vrai ruissellement. Et nous sommes ici de toutes ces générations. Et que les tableaux Excel d'un inspecteur des finances hors sol ne peut pas voir. C'est comment les grands-parents aident les petits-enfants. Et le nombre de retraités qui disent « mais avec la CSG, je ne peux pas emmener mes petits-enfants autant de fois que je pensais le jour où il n'y a pas classe au cinéma, à une activité hors scolaire, etc. Je ne peux plus, je n'y arrive pas. Non seulement il y a ces travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à finir le mois, mais il y a en plus ces grands-parents qui n'arrivent pas à aider les grands-parents des 30 Glorieuses qui aidaient les enfants de leurs enfants issus des 30 Piteuses. Et cette solidarité intergénérationnelle a été cassée. Et j'en viens à un dernier point qui est au cœur de ce qu'on se dit là. Parce que, en effet, on est à un moment charnière. Ils ne veulent aucune des respirations démocratiques normales. Face à une crise qui dure depuis 4 mois, normalement, on doit bouger. On doit bouger par la dissolution de l'Assemblée, par un Grenelle social, par un changement de gouvernement, par un référendum ou par la démission du président. Je viens de citer 5 choses que le général de Gaulle a fait après mai-juin 68, en moins d'1 an. Il avait une application plus démocratique de sa constitution monarchique que ses successeurs. Là, nous avons quelqu'un, une sorte d'enfant roi, fou de lui-même, voilà, se mirant dans le miroir de sa parole, 7 heures, 8 heures, regardez mon exploit, etc. Récemment, un spécialiste de la Russie, nous a rappelé que ça fait très longtemps que Vladimir Poutine fait ça. Chaque année, il fait un grand débat où, au bout d'un moment, il tombe la veste, et il parle 10 heures, et il rencontre des ouvriers, c'est télévisé et tout. Et ce spécialiste nous disait, mais en fait, Macron,
Il fait pas du Macron, il fait du Poutine. Bon, au passage, je dis juste ça. Sur l'idée, l'homme qui fait les questions et les réponses, hein, qui appelle le public mes enfants, qui est... Voilà. Alors, au-delà de cette hubris personnelle, il y a dans cette réponse confiscatoire quelque chose qui est au cœur, pour moi, de la dynamique et de l'heureuse dynamique du mouvement des Gilets jaunes. Macron met en scène le problème qu'ont posé les Gilets jaunes et qu'ils ont posé très vite en allant à l'ouest de Paris manifester et en voulant aller vers les lieux de pouvoir. Le problème de la confiscation démocratique en France. Le problème de ce système césariste, bonapartiste, de cette monarchie élective, de ce présidentialisme où le pouvoir d'un seul confisque la volonté de tous. Loin d'entendre ça, Macron met en scène de manière presque hystérique ce problème. Il en rajoute. Il est comme un torero qui excite le taureau. Et donc là, nous avons un problème. Soit le taureau va dans le mur, parce que le torero gagne, hein, souvent. Soit on se dit, mais comment on fait pour changer le rapport de force? Et ça a été dit. Ça ne peut se faire que par le plus grand nombre. Ça ne peut se faire qu'en suivant l'exemple du peuple algérien. Ça ne peut se faire que de cette manière-là. Avec l'humour, avec toutes les générations, avec toutes les sensibilités.